Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Marie-Églantine Coquefèvre. Marie-Églantine est hypnothérapeute à Périgueux. C'est aussi une amie de longue date. Nous nous sommes rencontrés il y a une quinzaine d'années en fréquentant la même salle de sport. Nous nous étions perdus de vue pendant une décennie et puis, dans le hasard algorithmique des réseaux sociaux, nous nous sommes retrouvés. Avec la belle surprise de découvrir que, si nos trajectoires ne se sont pas croisées pendant tout ce temps, cela est peut-être parce qu'elle traçait de jolis parallèles. D'une façon ou d'une autre, nous avons toutes les deux rencontré le yoga et l'hypnose sur notre chemin. Lorsque nous nous fréquentions régulièrement à Toulouse, Marie-Églantine suivait des études de lettres modernes et préparait son CAPES. Alors, elle me raconte le bout de son histoire, qui l'a menée d'étudiant en lettres à Toulouse à hypnothérapeute à Périgueux. Au bout de 10 ans à exercer son métier de professeur documentaliste, elle a senti que quelque chose d'autre l'appelait. Elle a fait le choix d'accepter de faire rayonner ses dons naturels pour se tourner vers la relation d'aide. Il a fallu tout de même faire taire bien des peurs pour oser aller exercer sa capacité d'écoute naturelle ailleurs que dans le bureau des pleurs de son CDI. La peur d'échouer, de ne pas trouver sa place. C'est en se recentrant, et avec en tête les préceptes orientaux d'aller chercher à améliorer ses points forts plutôt que de vouloir pallier à tout prix ses points faibles, qu'elle a fait le grand saut en quittant la fonction publique. Bien sûr, nous parlons de l'hypnose, ce formidable outil pour apaiser, dénouer, pacifier, et aussi aller vers l'acceptation des embûches que la vie met sur notre chemin. Comme par exemple, les péripéties de son accouchement, absolument à l'opposé de ce qu'elle avait préparé et imaginé. À travers son expérience, elle nous livre son formidable éclairage de la fluidité qu'offre la vie quand on accepte de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et puis, après toutes ces années, je retrouve Marie-Églantine, toujours aussi passionnée par la littérature, comme le prouve son blog, dans lequel elle nous livre des pépites de chroniques littéraires depuis 12 ans. Une conversation en patchwork sur les thèmes de l'hypnose, l'hypersensibilité, la littérature, l'acceptation, afin de trouver des motifs d'inspiration pour apprendre à tisser avec l'imprévisible. Bonsoir Marie-Églantine, je suis ravie de te recevoir parce que je te connais depuis 15 ans, même si on s'est perdu de vue pendant un petit moment. On s'était rencontrés lorsque tu étais étudiante. Moi, je venais juste de rentrer dans la vie active. Et puis maintenant, tu es hypnothérapeute à Périgueux. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter auprès de nos auditeurs et puis nous parler un petit peu de ton parcours? Bien sûr. Bonsoir Carvi, merci beaucoup du coup de me recevoir. Eh bien, je m'appelle Marie-Églantine Coquefèvre, j'ai 36 ans, je suis hypnothérapeute à Périgueux, effectivement. Je suis installée depuis le mois de septembre, j'ai ouvert mon cabinet le 1er septembre. Et puis voilà, du coup, j'accueille depuis au cabinet des consultants qui ont envie d'avancer, de cheminer, de faire des changements dans leur vie et je les aide grâce à l'hypnose. Pendant longtemps, j'ai été professeure documentaliste, pendant presque 10 ans en région parisienne. En fait, il faut savoir que je suis passionnée par la littérature et voilà, j'avais fait d'abord des études de lettres modernes et passé le concours de CAPES documentation. Et puis voilà, au bout de 10 ans, en fait, quelque chose d'autre m'a appelée, certainement mon hypersensibilité qui a parlé aussi et j'ai décidé de me tourner vers un métier de relation d'aide. Et puis voilà, du coup, j'en dis pas plus parce que je pense qu'on va en parler après. Et pourquoi l'hypnose? Parce que les relations d'aide, ça peut être un très large panel. Ça a été quoi ta rencontre avec l'hypnose? Qu'est-ce qui t'a fait te tourner spécialement vers cette discipline? Alors en fait, j'ai envie de dire presque par hasard, mais pas tout à fait. J'avais en tête de faire d'abord un master de psychologie. J'avais en tête d'être psychologue.
et aussi de proposer de l'hypnose. Je m'étais renseignée beaucoup sur les métiers de relation d'aide. Effectivement, c'est très vaste, le milieu de la thérapie. Et donc, je suis vraiment penchée sur la psychologie et notamment la psychologie positive. J'avais suivi un MOOC à l'Université de Toulouse de psychologie positive et vraiment, voilà, enfin de psychologie. Et il y avait toute ce pan de psychologie positive qui m'a beaucoup attirée. Et donc, j'ai fait les démarches pour m'inscrire en formation, en master de psychologie positive, de psychologie, je vais y arriver. Et puis finalement, la vie en a décidé autrement. Je me suis inscrite sur un master à distance et ce qui n'était précisé nulle part, c'est qu'il fallait être en présentiel pour les inscriptions. Alors moi, j'ai 2 masters. Les 2, je les ai faits à distance. Je n'ai jamais eu besoin de me déplacer dans les 2 universités dans lesquelles je les ai faites. Et donc là, je n'ai pas du tout vu venir. Vraiment, c'était mentionné nulle part. Et en fait, le problème, c'est que j'étais en Indonésie au moment des inscriptions. J'étais en voyage, en sac à dos. Donc, j'ai un petit peu paniqué sur le moment parce que ça faisait des mois que j'avais tout fait, mon dossier, etc. Et quand on m'a dit, ben non, après-demain, il faut que vous soyez là pour vous inscrire, je me disais, mais en fait, non, je ne comprends pas. Et bon, ça n'a pas pu se faire. Donc, tout de suite, mais vraiment tout de suite sur le moment, je me suis dit, c'est pas pour rien, en fait, il doit y avoir quelque chose. Depuis un moment, en fait, je réfléchissais au métier de psychologue et je me disais, il y a quelque chose qui m'attire moins, c'est cette idée d'avoir peut-être des gens pendant très longtemps en thérapie. Et moi, j'étais vraiment tournée vers les thérapies brèves, vers cette idée aussi d'aider pour un mieux-être plus rapidement. Et c'est ce qui me plaisait beaucoup pour l'hypnose, en fait. Donc, j'ai conservé, je m'étais déjà inscrite chez Hypnosalis, qui est une école d'hypnose alsacienne. Je m'étais déjà inscrite pour tout le cursus de relation d'aide. Et je pensais faire les 2 en même temps. Bon, bah, du coup, je n'ai pas fait la psychologie et je me suis consacrée entièrement à ma formation d'hypnothérapeute. Et comme je suis tombée enceinte en même temps, eh ben, je me suis dit que quelque part, c'était pas plus mal de ne pas avoir 2 formations à mener de front. Donc voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'hypnose maintenant? Enfin, déjà, est-ce que tu la pratiques sur toi-même dans l'auto-hypnose? Est-ce que quelle transformation tu as vu se faire chez les personnes qui viennent te voir? Alors, oui, je pratique l'auto-hypnose. Effectivement, c'est un outil que je conseille à tous mes consultants et que je pratique moi aussi. Et moi, ça m'a beaucoup apporté au niveau de la confiance en moi et de la sérénité. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pu avant, il y a quelques années, peut-être quand on se connaissait, être beaucoup plus négative qu'aujourd'hui. Et l'hypnose m'a apporté vraiment ce détachement, ce lâcher-prise aussi. Donc parfois, j'ai pu manquer dans la vie. Et ça me permet de me recentrer beaucoup. Donc je m'en sers quasi quotidiennement, en fait. Et ce que j'aime, en fait, c'est ça. C'est que ça permet vraiment de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes. C'est ce que j'explique aux gens que je rencontre au cabinet. C'est ça permet de dialoguer avec notre part inconsciente, la part en nous à laquelle on n'a pas accès évidemment à un niveau conscient. Et ce siège-là des habitudes, des émotions, des nouages, hein, des nœuds émotionnels, de tout ce qui est bloqué. Et l'auto-hypnose et l'hypnose en général, ça permet d'accéder à tout ça et de pouvoir dénouer des choses, apaiser, pacifier le passé aussi en partie. Et je trouve ça formidable et je le vois. C'est un bonheur d'aller au cabinet. Alors je le dis tout le temps, je le dis sur Instagram, mais c'est vrai. J'adore parce que chaque journée, et là je rentre du cabinet où voilà, j'ai eu des rendez-vous toute la journée. C'était des belles rencontres et à la fois des gens aussi que je suis déjà depuis un moment et dont je vois les évolutions. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un outil qui permet des transformations rapides. On n'est pas du tout sur forcément chercher la source de tout. C'est ça qui change aussi. On ne va pas passer des années, c'est une thérapie brève, donc en France, ça veut dire que c'est inférieur à 2 ans. On est, en tout cas, moi, sur la façon dont je fonctionne, on est sur, en moyenne, 5 à 10 séances. En moyenne, évidemment. Mais on est sur du résultat, sur du mieux-être. C'est ça qui m'intéressait. Je n'avais pas envie d'avoir des gens qui venaient mal dans mon cabinet et qui restaient mal pendant des semaines, des mois, des années. C'est pas ça que je voulais, en fait. Je voulais pouvoir leur dire, j'entends votre souffrance, j'entends ce qui ne va pas chez vous. Mais on va essayer de voir si justement, en allant voir cette part inconsciente de vous, on peut aller pacifier et dénouer des choses. D'accord. Tu disais que tu avais gagné en confiance en toi aussi avec cet outil de l'hypnose sur toi-même. C'est vrai qu'il en faut de la confiance pour se tourner vers une carrière dans ce milieu d'hypnothérapeute, puis de quitter aussi un emploi de professeur documentaliste. Il y a eu des peurs derrière tout ça. Comment ça s'est passé, cette reconversion?
Alors, je pense que j'ai eu les peurs que tout un chacun peut avoir quand on se challenge comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu la peur d'échouer, j'ai eu la peur de ne pas être rentable, j'ai eu la peur de ne pas trouver ma place aussi, parce que c'est un milieu où le milieu de la thérapie en général et même le milieu de l'hypnose, bah, il y a du monde, hein. Donc on se dit, mais en fait, on ne m'attend pas. Et est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que je vais réussir à me faire une petite place? Voilà, donc il y a eu ces doutes, évidemment. Et, euh, et puis finalement, en fait, je me suis recentrée, euh, je me suis écoutée. Je sentais vraiment que j'avais un appel très fort pour aider, en fait, aider les autres. C'est pas par hasard que je me suis tournée vers les métiers de relation d'aide en général et puis le métier d'hypnothérapeute. En fait, quand j'étais en CDI, donc la bibliothèque du lycée où j'étais, pour ceux qui ne situent pas, c'était un peu le bureau des pleurs, c'est-à-dire que toute la journée, défilé, tous les profs, j'exagère, non, on était 200, donc non, beaucoup de profs, beaucoup d'élèves, et qui venaient s'épancher, se répandre un peu sur... Voilà, ils avaient besoin de parler, de poser des mots. Et j'étais là, et moi, ça me plaisait parce que j'écoutais. Alors, à l'époque, j'avais absolument aucune formation au tout début. J'essayais évidemment de faire aucun transfert. J'avais quelques notions de psychologie, mais bon, j'étais vraiment pas formée. Et j'avais besoin que c'était des gens qui avaient... Voilà, j'avais compris que c'était des gens qui avaient besoin d'aide, d'écoute. Et c'était chouette déjà d'être là juste comme ça, même si j'apportais pas grand-chose, si ce n'est une écoute. Très rapidement, j'ai été formée quand même en relation d'aide, 3 jours de relation d'aide avec une psychologue en interne, parce qu'on s'est rendu compte avec les équipes que moi, j'avais quand même beaucoup de cas lourds qui m'étaient donnés et délivrés par des élèves, des choses assez dures, avec des conditions sociales et familiales compliquées, dans le lycée où j'exerçais. Donc, j'ai été formée pendant 3 jours et ça a été une révélation. C'était il y a 10 ans, je dirais. Ouais. Et, ça a semé une petite graine, en fait. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, on peut aider mieux que juste écouter. Et voilà. Donc, du coup, j'avais cette confiance en moi sur ça, c'est-à-dire je sais écouter. En Occident, souvent, on dit qu'il faut qu'on pallie à ses faiblesses. En Orient, on dit qu'il faut plus justement s'asseoir sur ses forces et s'appuyer dessus. Et du coup, j'ai eu envie de faire ça, c'est-à-dire quand je me suis dit, bon, l'éducation nationale, je vois il y a quelque chose où j'ai perdu du sens. Voilà. Je me suis dit, plutôt que de chercher à aller chercher à avoir plus de sens, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse? Pourquoi je suis faite? Alors j'aime pas le terme de don, mais qu'est-ce que je sais faire naturellement, sans forcer? Et ce qu'on m'a toujours dit, c'est, toi, tu sais écouter. Et c'est vrai. Depuis toute petite, tout le monde m'a toujours confié plein de choses et j'étais toujours, voilà, celle à qui on confie ses malheurs, enfin, voilà. Et puis dans mon travail de l'époque, c'était ce qui se passait. Je couvrais des livres, mais pas que. et du coup, voilà. Donc c'est pour ça, quand toutes ces peurs sont arrivées, et elles sont légitimes et elles sont normales, cette peur d'échouer, cette peur de pas, voilà, financièrement, que ce soit pas possible, ben, je les ai fait taire. Je me suis recentrée, euh, je me suis apaisée, je me suis dit que j'essayais, euh, et puis qu'au pire, on verrait. Et que je pourrais toujours reprendre autre chose, et que voilà. Et du coup, ça a été fluide. Et tu parlais aussi d'une première révélation avec cette formation en relation d'aide. Il y en a eu d'autres dans ta formation en hypnose, des choses qui se disent, oui, cet outil, il est vraiment puissant. Tu as des choses qui te viendraient en tête? Bah oui, tout simplement, j'ai préparé mon accouchement avec l'hypnose, en fait. Ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, je suis spécialisée en périnatalité. Alors moi, il faut savoir que, bon, si des gens me suivaient sur Instagram, écoute, ça a été un feuilleton de l'été pour plein de gens. C'est-à-dire que j'avais prévu un accouchement à domicile. C'était vraiment mon souhait très profond d'accoucher dans l'intimité de mon foyer, juste avec mon conjoint et une sage-femme. Et je me suis préparée en ce sens pendant des semaines et des mois, jusqu'à ce que la vie a fait que je n'ai pas pu accoucher à domicile. Mais en fait, pendant tout ce temps, c'était tout le temps de mon cursus de relation d'aide, qui a duré 1 an. Donc pendant tout ce temps-là, je me suis préparée, grâce à l'auto-hypnose, à ce moment, à cette rencontre avec mon bébé. Et ça a été extraordinaire. Alors, je m'en suis servie, finalement. Bon, j'ai eu un accouchement médicalisé à l'hôpital et qui s'est passé comme il devait se passer. Mais je me suis servi de l'hypnose, même dans les moments durs, physiquement. C'est quelque chose qui m'a accompagnée. Et je me suis rendu compte que ça m'a permis de très bien vivre. Il faut savoir que finalement, j'ai eu un accouchement qui s'est terminé en césarienne en urgence. Pour quelqu'un qui voulait un accouchement pas du tout médicalisé, j'ai tout eu. J'ai eu 2 déclenchements, j'ai eu une césarienne, j'ai eu le pire du pire voilà. Et ben, en fait,
l'hypnose, et puis après aussi toutes les pratiques que je fais à côté, ça m'a permis de lâcher prise. Ça nous a permis de lâcher prise. De se dire, ah, c'est pas du tout ce pourquoi on se prépare depuis 9 mois. Mais alors du tout. Et en fait, c'est là. Il faut le prendre, il faut l'accepter, il faut composer avec. Et ça a été puissant parce que pour le coup, il y a même la gynécologue qui m'avait fait ma césarienne qui est revenue le lendemain un petit peu, voilà, voir si ça allait quand même, parce que bon, elle savait que c'était pas du tout mon souhait. Et j'ai dit, bah écoutez, non, ça va, hein, voilà, le bébé est là, bon, bah voilà. Voilà, bon, c'était pas du tout ce que je voulais, mais bon. Donc voilà, là, ça a été une grosse confirmation. Et là, j'ai su vraiment que oui, je me spécialiserai aussi en périnatalité pour accompagner des futures mamans ou des couples en passe de devenir parents pour cette expérience, parce que l'hypnose peut être vraiment un outil magnifique et merveilleux. Et c'est quoi les autres outils dont tu parlais? Tu disais que tu avais d'autres choses qui t'avaient permis à être plus zen. C'est vrai qu'on sent que tout coule sur toi, que c'est parfait tel que c'est. Tu as d'autres pratiques de bien-être qui te font voir la vie sous cet angle? Voilà, on en a au moins une qu'on partage, c'est le yoga. Voilà. Depuis 10 ans, c'est vrai que j'ai rencontré le yoga il y a 10 ans, presque en même temps que toi aussi. Et du coup, c'est une pratique qui m'accompagne au quotidien, qui a vraiment complètement changé ma vie et qui m'a permis aussi de prendre beaucoup de distance, beaucoup de recul, et qui m'a aussi permis de m'intéresser à la méditation, de pratiquer la méditation, qui permet donc, du coup un gros détachement, un relâchement, un lâcher-prise dont j'avais eu besoin aussi à plein de moments de ma vie. Et c'est vrai que je médite, pas forcément tous les jours avec une méditation guidée, mais c'est sûr que j'ai des moments de méditation tous les jours, des moments de lâcher-prise. J'aime beaucoup, par exemple, écouter Nicole Bordelot, qui fait des méditations guidées qu'on retrouve aussi partout sur toutes les plateformes d'écoute. Mais sinon, en fait, il y a plein de moments dans ma journée où je me recentre sur quelques respirations et ça me permet de relativiser et d'accepter. Je pense que dans la vie, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire que l'acceptation, c'est quand même la solution. C'est-à-dire que, et c'est ce que je dis aux consultants au cabinet, hein, on peut faire ce qu'on veut. Dans la vie, on peut essayer d'être contrôlant, de tout contrôler, d'avoir une vie. Il y a plein de choses qui vont nous échapper. Et la vie nous le montre tous les jours, pas tous les jours, mais à plein de moments. Et je sais qu'une phrase qui m'avait beaucoup aidée pour mon accouchement, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu verras, une sage-femme m'a dit, c'est une femme qui m'a conseillé, dans ton accouchement, enfin, il y a toujours dans tout accouchement une chose sur laquelle on doit faire l'impasse. Il y a quelque chose qu'on veut absolument ça, ça, ça et ça, et puis il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et elle me l'a dit avant que tout m'échappe. Et cette phrase, elle m'a vraiment accompagnée. Quand tout m'a échappé, je me suis dit, bon, alors moi, c'est pas une chose qui m'a échappé, c'est tout. Je n'ai rien de ce que je voulais, mais en fait, c'est là. Et j'ai deux solutions. En fait, j'ai toujours ça en tête. J'ai deux solutions. La situation est telle qu'elle est, c'est pas du tout celle que j'avais envisagée. Soit je reste crispée dessus et je me braque, et je vis mal, et ça me fait double peine. Soit j'accepte. J'accepte que ce soit comme c'est, et c'est juste ainsi. Et ça va mieux quand on dit ça, en fait. dans plein de situations, en fait, on se rend compte que, bon, ben, déjà que c'est dur à vivre ou que c'est pas ce qu'on voulait, si en plus on reste crispé dessus, c'est à nous que ça fait du tort. Donc, Et ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est un petit peu cette différence entre l'acceptation et la résignation. Tu as quand même fait une reconversion professionnelle assez osée. Et est-ce que ça, c'était une acceptation de ses dons et d'aller de l'avant, ou alors c'était peut-être refuser la situation et dire, bah non, il y a autre chose. Comment on navigue entre cette acceptation des choses telles qu'elles sont, puis parfois, on a envie juste de tout faire voler, puis d'aller de l'avant. Ah, mais parce que l'acceptation, elle n'a pas été au niveau de l'éducation nationale. C'est-à-dire que l'acceptation, elle a été pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'est fait progressivement, je me suis rendu compte que je trouvais plus de sens dans ce que je faisais. Il y avait vraiment une perte de sens dans mon métier, dans mon ancien métier. Et c'est moi que je perdais. En cours de route, c'est moi, j'étais plus alignée avec ce que je faisais. Et alors, voilà, là, ça aurait pu être de la résignation, de me dire, bon, bah, c'est pas grave. Voilà, j'ai un salaire fixe, un boulot fixe, j'ai pas de stress jusqu'à ma retraite si je le souhaite. Mais je me suis dit, non, en fait, ma vie est trop importante, comme celle de chacun. Et j'ai vraiment envie de me lever le matin et de savoir pourquoi je me lève. Alors, c'est très bateau dit comme ça, hein, mais j'avais envie d'avoir du sens dans ce que je faisais. Et, et surtout pas être en dissonance cognitive.
Là, ça n'allait pas. En fait, j'étais vraiment, je participais à un grand tout qui ne me convenait plus. Et c'est pour ça aussi que j'ai démissionné après. Hein. Je m'étais dit au début, je vais rester en disponibilité. Non, j'ai démissionné il y a 1 an. Et, euh, et ça, je ne le regrette non plus, pas du tout. Et, euh, et c'est ça, en fait, ça a été l'acceptation, oui, mais la plus grande acceptation aussi, je pense, c'est de s'écouter soi. Et je pense que ça aurait été très compliqué de ne pas écouter ce qui vraiment était fort en moi, de dire là non, là je ne me retrouve plus, je me perds. Et puis en fait, j'ai le droit d'oser autre chose. J'ai le droit parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est des défis. La vie, c'est pas toujours lisse, on le sait, c'est pas toujours linéaire. Et après tout, pourquoi pas? Et les personnes qui viennent te voir, tu traites quel type de problématique, quel type de mal-être tu vois? C'est justement ces problèmes d'acceptation de soi, de manque de confiance. Il y a peut-être aussi avec la situation qu'on a vécue, d'autres mots qui ressortent. Tu as perçu un changement de situation peut-être? Alors, il y a toujours, alors en tout cas dans ma clientèle, dans les gens qui viennent me voir, dans mes consultants, il y a toujours une grosse proportion de gens qui ont des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi et de stress. Donc ça, c'est vraiment une base indéniable des gens que je suis. Après, il faut dire que la situation anxiogène actuelle accentue des maux, ça peut être des problématiques de sommeil, ça peut être des problématiques liées à la nourriture, avec des compulsions alimentaires, de l'hyperphagie, etc., etc. Mais on est, en tout cas moi, voilà, sur une grosse base de confiance en soi et de stress. Et, alors ça, je pense aussi que je dois l'attirer inconsciemment, beaucoup d'hypersensibles. Moi, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a quelques années. Et, euh, et ne serait-ce que la semaine dernière, j'en ai eu 5. Il y a 5 personnes à qui j'ai dit: est-ce qu'on vous a déjà parlé du terme hypersensible? Est-ce que ça veut dire en psychologie? Et à qui j'ai conseillé l'excellent livre d'Hélène Aron qui s'appelle Hypersensible, tout simplement, et qui est la psychologue qui a théorisé le genre. Et bon, ils m'ont tous envoyé un message dans la foulée quand ils ont commencé en me disant: merci, j'en ai lu quelques pages et déjà c'est moi. Merci, je me sens moins seule. Donc je pense que moi aussi, voilà, j'attire aussi beaucoup, et quelque part tant mieux, d'hypersensibles, et je les aide à gérer leurs émotions, parce qu'on est là sur de la gestion des émotions qui sont parfois plus intenses, une vie qui fait parfois un peu mal, en décalage, comme un pas de côté, parce qu'on se sent différent. Tout est plus intense, tout est plus beau, mais aussi plus douloureux. Du coup, j'aide aussi beaucoup à ce niveau-là. D'accord, merci. J'avais aussi envie, d'aborder un autre thème. Tu parles beaucoup de livres aussi, de tes lectures sur Instagram. Quelle place a la lecture, dans ton quotidien, dans ta façon de voir le monde aussi? Alors, une très grande place. Alors, peut-être un peu moins depuis que je suis maman, mais la lecture a toujours fait partie de mon quotidien. Il ne se passe pas un jour sans que je lise. Mais vraiment. Moi, j'ai étudié, tu le sais, parce qu'on se côtoyait à cette époque-là, j'ai étudié la littérature à l'université, j'ai fait un premier master de littérature, et j'ai un blog littéraire depuis 12 ans. Donc, voilà, je n'aurais jamais pensé le tenir aussi longtemps, mais écoute, il est toujours là. Et c'est un réel plaisir, parce que j'y chronique toutes mes lectures. Alors, je ne vais pas dire toutes mes lectures professionnelles, parce que non, c'est faux. Je ne chronique pas vraiment toutes mes lectures pro en psychologie, etc. Ça me prendrait déjà beaucoup de temps. Et puis voilà. Mais par contre, ça c'est sûr que toutes les fictions qui me passent entre les mains, les BD, les albums, les romans, les nouvelles, etc., sont chroniquées dedans. Et c'est formidable parce que parfois je m'y perds. Je remonte le temps et ça me sert de journal de lecture, en fait, de traces de ces livres qui sont passés entre mes mains, qui ont résonné en moi, dont parfois j'ai extrait des citations. Et puis ça permet aussi, et ça c'est extrêmement important, de faire des partages avec d'autres lecteurs et lectrices via les commentaires, via Instagram aussi maintenant. Et c'est extrêmement enrichissant. Voilà, c'est des partages, il y a des gens que je connais, sans connaître, mais je les connais depuis plus de 10 ans. L'irrégulière, voilà, Caroline Doudet, que tu as reçue il n'y a pas si longtemps. Caroline, je la connais depuis 10 ans. Et c'est chouette parce qu'on sait un peu tout, le parcours de chacun, on suit les lectures, on voit, et voilà, c'est extrêmement enrichissant. Je ne pensais pas pouvoir continuer, enfin, je ne m'étais pas posé de questions, je ne m'étais pas mis de limites, mais en devenant maman, en retravaillant là à temps plein, alors c'est vrai que j'ai un petit peu moins de temps pour lire, ou je suis un petit peu plus fatiguée le soir, et surtout, ça demande aussi une organisation pour chroniquer régulièrement.
Mais la lecture reste pour moi essentielle. Et je pense qu'elle revêt deux formes pour moi. Il y a à la fois la lecture qui me permet de faire un- un retour sur moi ou de penser le monde différemment. C'est-à-dire, bon, voilà, soit par le biais de fiction, ça arrive de moins en moins. Quand je cherche ça, vraiment, je me tourne vers des essais, je me tourne vers des textes de sages, voilà, de pensants qui, du coup, me permettent d'appréhender le monde, de réfléchir, de poser des mots. Ou alors une évasion totale. Une évasion totale. Vraiment, c'est mon conjoint qui m'a fait prendre conscience que je lisais quand même beaucoup de choses avant, dures, des fictions très difficiles, sur des sujets durs ou des intrigues vraiment. Voilà. J'avais pas conscience de ça du tout. Et en tant qu'hypersensible, c'est vrai que ça me touchait énormément. Et il m'a dit, mais tu te rends compte que tu es toujours en train de lire des histoires de viol, de meurtre, de machin. Il m'a dit, bon, tu fais ce que tu veux, mais quand même, je ne suis pas sûre que ça te détende vraiment le soir. Et il a entièrement raison. Donc, je fais maintenant très attention à ce que je lis. C'est-à-dire que je ne vais pas intentionnellement aller lire sur un épisode de l'histoire une fiction. Si j'ai envie de me documenter sur un épisode de l'histoire compliqué, je vais lire directement. Voilà, c'est un article, soit quelque chose, voilà, ou un documentaire, je vais chercher quelque chose, je vais regarder un documentaire, mais je ne vais pas lire une fiction qui va prendre appui sur ça. Maintenant, je me protège, en fait. Voilà. Et après, du coup, je lis effectivement une littérature beaucoup plus feel good. Mais en ce moment, je fais un challenge feel good, tu l'as vu. Voilà. J'ai un côté aussi où maintenant, j'assume, et c'est aussi ça qui est chouette. Maintenant, j'assume de lire de la littérature, voilà, que certains qualifieraient peut-être de sous-littérature parce que c'est une littérature plus facile. Mais oui, en fait, voilà, j'ai besoin d'une évasion, d'une détente, ou alors j'ai besoin d'une réflexion. Et la part que j'accorde effectivement à ce type de littérature, au film, quoi, est pas très importante en termes de temps, mais elle est là et ça fait du bien. Ça équivaut un petit peu à ce que plein de gens ont fait récemment encore, et moi, mais j'avais pas trop le temps, mais regarder un téléfilm de Noël. Voilà, c'est ce côté-là aussi de détente, voilà, ça fait du bien en fait, de poser, de poser aussi un petit peu et de trouver un peu de doudou, de bienveillance, de douceur dans un monde qui aujourd'hui n'est pas le plus rassurant possible. Donc, voilà. Et tu aurais un conseil de lecture à nous donner, justement, un livre que tu as lu récemment ou un livre vers lequel tu reviens Alors, oui, moi j'aurais le conseil enfin voilà, Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Du coup, c'est un essai du moine Mathieu Ricard qui est extrêmement intéressant parce que justement, je ne sais pas si tu le sais, mais il est à la fois scientifique et à la fois moine. Donc, il a une approche qui est à la fois philosophique, mais aussi scientifique. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il fait ce pont-là. Et il s'interroge évidemment sur la question du bonheur, comme son nom l'indique. Mais voilà, en ayant un versant psychologique, enfin, il va vers les neurosciences, la méditation, etc., etc. Et en fait, il décortique ce concept-là, ce concept du bonheur, et il nous apprend à regarder en nous-mêmes, en fait, pour trouver une harmonie intérieure. Et j'ai mis du temps à venir à ce livre, je l'ai dégusté, vraiment. Je sais que sur mon blog, quand j'en avais parlé, j'avais extrait beaucoup de citations, des choses qui m'ont beaucoup parlé. Euh, Certainement, ce type de lecture participe de ma sérénité. Clairement, je sais que ce sont des petites graines plantées qui sont là, auxquelles je me raccroche et qui font qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, tout glisse. Alors, tout glisse pas, il y a des choses qui accrochent quand même, comme tout le monde, c'est normal. Mais les trois quarts des choses glissent beaucoup plus facilement et avec plus de fluidité, c'est sûr. D'accord, merci pour ce conseil. Plaisir. Et je voulais aussi te demander, je sais que tu te formes beaucoup, que tu as beaucoup de centres d'intérêt, donc Oui. qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Vers quoi se porte ta curiosité? Alors, je suis très curieuse, tu le sais. Et en plus, je suis passionnée. Donc, bon, là, je suis passionnée par l'hypnose, clairement. C'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse énormément. On en a parlé aussi, toi et moi, en privé, mais je suis passionnée par l'hypnose. Je me documente beaucoup dessus. J'écoute des podcasts, je regarde des vidéos YouTube, je lis beaucoup sur la question, sur le sujet, l'hypnose enfant, l'hypnose périnatale, euh, l'hypnose en général. Hein. Je lis beaucoup, beaucoup dessus, c'est vrai. Je teste des choses, voilà. Et puis la psychologie en général m'intéresse énormément. Je reste dans tous les cas quand même foncièrement persuadée que je ne fais pas que de l'hypnose quand les gens viennent au cabinet.
Déjà parce que, ne serait-ce que sur la première séance, je ne fais pas d'hypnose, je fais ce qu'on appelle une anamnèse, détermination d'objectifs. On parle, on voit ensemble d'où vient la personne, quelles sont ses problématiques, et puis on essaye d'en discuter. Et rien que sur cette heure, parfois c'est 1h30, aujourd'hui j'en ai eu 3, c'était 1h30 à chaque fois. Ça prend du temps, mais les gens détricotent aussi leur vie. Et puis déjà, je commence à poser des mots ou à porter certains éclairages, et je me rends compte qu'il y a déjà des prises de conscience qui se font sur cette première séance. Et puis c'est le retour que j'en ai, ou comme m'a dit une de mes consultantes ce matin, ça fait du bien de parler avec vous. Merci, tant mieux. Donc, profondément, je continue à me former en psychologie parce que c'est ce qui fait aussi que je suis là aujourd'hui et que je suis hypnothérapeute, c'est qu'à la base, voilà, j'ai cette capacité d'écoute, certainement due à l'hypersensibilité, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, je pense que c'est important de continuer à se former. Donc voilà, donc je continue beaucoup à me documenter. Je me suis formée récemment à l'EMDR, la technique de désensibilisation, de reprogrammation par les mouvements oculaires. Donc ça a été une grosse découverte aussi, et c'est absolument fabuleux comme outil. J'ai déjà pu l'expérimenter au cabinet et c'est incroyable. Enfin, c'est sur les traumas, sur les deuils, sur les phobies. Et du coup, je lis aussi dessus beaucoup pour me documenter, même si maintenant je pratique et je suis certifiée. Mais voilà, donc voilà, les neurosciences, la psychologie, l'hypnose, voilà, tout tourne un peu autour des mêmes centres d'intérêt. Mais voilà, là, je suis passionnée par ce que je fais. C'est une grande joie d'aller au cabinet et d'aider les consultants qui poussent la porte. Et du coup, je lis beaucoup et je suis là-dessus en ce moment. Et tu as d'autres projets aussi à moyen terme ou à plus long terme? Alors, pour l'instant, ça va être développé tranquillement mon cabinet parce qu'en fait, je travaille déjà beaucoup, mais je l'ai ouvert il y a quelques mois, en septembre. Donc, pour l'instant, je suis vraiment sur développer mon cabinet au niveau local, parce que du coup, me faire plus connaître aussi de tout le monde médical que je connais peu, parce que moi, je suis arrivée de Lorraine, de Metz, en février dernier. Et j'ai ouvert mon cabinet en septembre, le temps de faire mon étude de marché, de trouver un local, etc., de faire garder mon enfant aussi. Et du coup, et ça a démarré très vite. Et donc, j'ai eu peu le temps aussi de me faire bien connaître auprès des professionnels de santé, des médecins, des psychiatres, des infirmières, des kinés, des addictologues, etc. pour pouvoir. L'idée, c'est de travailler en partenariat. C'est-à-dire, moi, il y a des choses, évidemment, je ne touche absolument pas au médical. On est d'accord, je ne suis pas médecin. Mais pouvoir dire, bon, vous avez ce type d'addiction. Est-ce que vous savez qu'il y a un centre d'addictologie, voilà, Périgueux, quoi que ce soit. Donc, se faire connaître aussi, pouvoir conseiller. Pareil sur les douleurs. Je peux travailler sur les douleurs au niveau mental. Maintenant, il y a peut-être aussi quelque chose derrière, et il y a peut-être besoin d'un kiné, d'un médecin, d'un ostéo. Et dans ce cas-là, voilà, travailler en réseau. Je pense que ça, c'est essentiel. Donc, continuer tranquillement à développer mon réseau local, mon cabinet, me former encore, parce que je sais que je ferai des formations encore cette année. Je ne sais pas encore, j'ai beaucoup d'envie, d'idées, donc je regarde un petit peu ce qui va être possible aussi à organiser avec ma vie de famille. Et puis l'idée, voilà, c'est de trouver mon équilibre entre ma vie d'hypnothérapeute, ma vie de maman aussi, et trouver un équilibre agréable, et ne pas être trop d'un côté ou de l'autre. Donc voilà. D'accord, merci. Et du coup, si les auditeurs veulent te retrouver, tu as un endroit vers lequel les diriger? Oui, j'ai mon site internet, Marie-Glantine Hypnose. Et puis, j'ai mon Instagram, Marie-Glantine Hypnose. Donc, c'est plutôt simple, c'est juste mon prénom avec hypnose. Et puis voilà. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Églantine, pour cette conversation, pour ces belles paroles, ce beau éclairage sur l'hypnose et tes activités. Et puis, je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Clairvy. Merci de m'avoir reçue et bonne soirée aussi. Merci à Marie-Églantine pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre, Tapis volant. Tapis volant est un carnet de voyage en yoga. Un recueil de 25 séances à expérimenter. Non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en Brahmari Pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins. Quitte à sauter du coq à l'âne, pour s'envoler dans la posture du corbeau Kakasana, puis redescendre sur le plancher des vaches, en Gomukhasana.
Les horizons sont vastes et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoga nidra, le féminin. Balisés par des sections structurées avec des mudras, des pranayamas, des dharanas, les plans de route proposés se concluent par une expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini, accompagné d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu, pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants. Un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis volant. Vous trouverez plus d'informations sur le site clairviyoga.com/tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt.